C'est très important de dialoguer, oui, dans tous les salons de la République démocratique du Congo. Pour la plupart, aujourd'hui, on parle dialogue. Dialogue, oui, vérité, sincérité, c'est très important. Mais avec qui devrons-nous dialoguer? Avec qui il faudrait dialoguer? Mesdames et messieurs, en deuxième partie de cette émission, nous allons parler, faire un petit focus sur la vulgarisation du contrôle systémique, mais d'abord sur le dialogue. Le dialogue, on parle de ça dans tout le salon, comme je le disais. Avec moi sur ce plateau, nous allons décrypter dans Regard sur l'actualité avec des journalistes de haute facture ici qui nous ont fait honneur aujourd'hui et plaisir de venir chez nous pour discuter et parler dialogue. Je commence ici, excusez-moi, à ma droite, il y a Patrick Lokala. Bonjour Patrick, bienvenue. Bonjour, merci pour votre invitation. C'est la première fois que je me retrouve sur ce plateau, mais laissez-moi vous féliciter pour le travail de matériel, du plateau, tout ce qui a été fait ici, tout est impeccable. Alors, le plus grand défi maintenant, c'est de vous imposer dans les paysages médiatiques congolais. Et je n'ai aucun doute sur le fait que vous allez relever ces défis et je vous encourage vivement à travailler dur parce que dans une ville qui envoisine aujourd'hui presque 20 millions d'habitants, une centaine de médias est insuffisant pour pouvoir couvrir toute la ville. Et donc, nous accueillons avec beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction ce nouveau bébé. Et nous allons aussi diffuser cette émission sur Télénews, RDC, Chaîne de la Liberté, pour pouvoir vous booster, vous accompagner dans ce que vous faites. Merci beaucoup Patrick Lokala. Christian Yamagou, bienvenue. Merci Aimé Mutombo et merci à tous les amis sur ce plateau. Je pense qu'on a souvent l'habitude de nous rencontrer dans plusieurs forums, reportages et autres rendez-vous. Mais c'est une première qu'on puisse se rencontrer pour une émission à caractère débat aussi, et entre journalistes, la presse de notre pays, la crème intellectuelle. Je suis très heureux surtout de votre initiative. Il faut le rappeler que ce qu'Aimé Mutombo a fait ou AMPROD fait aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose à saluer. Nous en sommes très fiers. Vous avez été toujours là pour servir les autres et nous sommes là également pour booster cette entreprise médiatique qui va devoir s'imposer sur la place publique. Merci beaucoup Edmond Izouba. Merci et bienvenue. C'est à moi de vous remercier pour l'invitation. Pour ne pas échapper à la tradition, Patrick Lokala a commencé. Donc Flair Chandel à la chaîne qui est encore sur YouTube. YouTube aujourd'hui, c'est une plateforme qui amasse des millions de lecteurs ou des téléspectateurs, comme on les appelle, parce que ce sont des chaînes de télévision qui sont sur YouTube. C'est une belle initiative et je souhaite bon vent. Bon vent à vous, à toute l'équipe et surtout à l'initiative que j'ai trouvé ici, le matériel et le personnel de qualité. Bon vent à vous tous. Merci beaucoup et nous allons terminer avec Eli Kaniki. Lui, c'est un habitué, hein? C'est pas la première fois. Non, c'est pas la première fois. Voilà pourquoi d'ailleurs, je ne vais pas suivre Edmond Izouba, Local et les autres, parce que moi, je l'avais fait la fois passée. Oui, mais en tout cas, merci. L'abondance ne joue jamais. Alors, pour aller vous encourager, j'ai dit félicitations encore une fois. Mais mes salutations distinguées aux téléspectateurs, salutations également à mes amis avec qui nous allons partager, nous allons échanger autour de l'actualité dans Regard sur l'actualité. Merci beaucoup. Nous allons entrer dans le débat. Comme je le disais tantôt, aujourd'hui, tout le monde parle dialogue. Il y a des personnes éligibles et d'autres qui ne sont pas éligibles au regard des termes, des références qui se dessinent déjà. Patrick Lokala, est-ce que ce dialogue est pour tout le Congolais ou bien il y a des gens qui ne sont pas éligibles par rapport à ces dialogues? Bon, merci beaucoup pour la question. Je crois que le dialogue est pour le Congolais.
Le dialogue est pour le Congolais, mais la seule différence, c'est que ce dialogue concerne la classe politique. La classe politique, c'est-à-dire il y a la classe politique et les forces vives, les forces sociales de la nation. Par la classe politique, il faut attendre le décan, l'union sacrée, qui représente la majorité présidentielle, et l'opposition, qui est aujourd'hui regroupée au sein de la coalition C64. C'est entre ces deux camps que le dialogue va se passer sous la médiation des évêques de la SENCO et CDLCC. Peut-être qu'on va ajouter les évêques des églises de Réveil du Congo. Et donc c'est ça le dialogue format décidé ou voulu par le président de la République, parce que son porte-parole a dit qu'on ne peut prendre part à ce dialogue que c'est qui, avec pas d'ambiguïté, qui ont le main propre, ont condamné l'agression rwandaise, ont condamné les M23. Il n'y a que ces gens-là qui vont prendre part au dialogue. Donc l'opposition politique légalement reconnue en RDC au niveau de l'article 8 de la Constitution. Alors, qu'en est-il d'un autre camp, c'est-à-dire la branche armée, ceux qui se sont rebellés contre la nation? Je cite ici l'AFC M23 de Kone Nanga, avec lequel le gouvernement congolais est en négociation à Doha. Et donc, il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté. C'est ici même l'occasion de dissiper tous les malentendus entretenus par un groupe d'opposants qui réclament à corps et à cri la participation du M23 au dialogue national, alors que ce même M23 est en négociation avec le gouvernement congolais à Doha. Et donc, on ne peut pas en même temps discuter avec le M23 à Doha et chercher à l'impliquer à ce dialogue qui s'organisera ici au pays. Ajoutez à cela Joseph Kabila Kabange qui, sans aucune ambiguïté, est le patron de la FCM 23, mais il est aussi le patron de la coalition Sauvons la RDC, qui lui a un autre format du dialogue. D'après lui, il souhaite que le dialogue se tienne, non pas au pays, mais avec un médiateur qui n'est pas aussi congolais. Parce que vous avez la parole, Patrick, vous allez la garder. Il y a un problème qui se pose avec la C64 que je ne comprends pas. Je ne sais pas si vous pouvez un peu éclairer ma lanterne et celle de l'opinion. À Doha, les gens qui négocient là-bas, cette branche de l'opposition, on peut l'appeler comme ça parce qu'elle n'est pas au pouvoir. Ce sont des rebelles. Des rebelles, oui, merci. Ils n'ont pas plaidé pour que les C64, les consorts viennent. Mais comment eux, ils sont commencés en train de faire maintenant des plaidoyeries pour dire non, voilà, il faudrait seulement qu'eux aussi soient là, pas seulement nous. La crainte, elle est à quel niveau? C'est une diversion. C'est une diversion parce que dans la C64, nous savons tous qu'une grande partie de C64 est contrôlée par Joseph Kabila Kabange. Je ne citerai pas ici les noms pour ne pas en faire la publicité, mais il y a un groupe, 2, 3, qui sont sous la coupe de Joseph Kabila Kabange. Et donc, ils défendent en fait les intérêts de Joseph Kabila au sein de la C64. Parce que demander que les M23 prennent part et en même temps dire que les conditions pour organiser un dialogue au pays ne sont pas réunies rentre tout droit dans l'agenda de Joseph Kabila qui souhaite obtenir un dialogue sous son format, c'est-à-dire un dialogue qui ne soit pas organisé au Congo, mais avec un médiateur qui n'est pas aussi congolais. Est-ce que ça va résoudre le problème? Ce groupe-là, de gens qui réclament la participation du M23, ce n'est pas gratuit. Ils réclament parce que c'est Kabila qui agit derrière eux. Ils ne sont pas sans savoir que le M23 est déjà en négociation avec le gouvernement congolais au niveau de Doha. Et donc, voilà un peu. Et donc, ce schéma que Joseph Kabila avait présenté, c'est un schéma qui ne tient pas debout parce que entre l'État qui organise, qui met le moyen, et un rebelle, Kabila est un rebelle, un condamné pour haute trahison. Est-ce que le Congolais peut regretter le fait que Kabila ne soit pas dans ces dialogues ici? Quelqu'un qui était chef de l'État, quelqu'un qui la RDC a tout donné pratiquement, et après on le voit se rebeller maintenant et prendre des armes et tuer
la même population qui lui a donné tout ce qu'il a aujourd'hui. L'absence de Joseph Kabila au pays est un grand soulagement pour le peuple congolais et pour le pays lui-même. Parce que comment allons-nous vivre avec un traître? Quelqu'un qui a passé 18 ans à la tête du pays en train de trahir constamment et régulièrement de manière systématique le pays. Ça ne s'explique pas qu'après 18 ans, on organise la passation pacifique et civilisée du pouvoir et qu'après on se retrouve à l'Est avec les armes pour combattre la même alternance. Ça veut dire que pendant 18 ans, on a travaillé à affaiblir notre pays. Et donc, l'absence de Joseph Kabila, pour beaucoup d'entre nous, c'est un grand soulagement. Le Congo n'a pas commencé avec ce monsieur. Le Congo n'a pas commencé avec Joseph Kabila. Et il ne terminera pas avec lui. Il ne va pas aussi s'arrêter parce que Kabila n'est pas là. La preuve, ça fait aujourd'hui près de 8 ans qu'il n'est pas là. Le pays fonctionne. Et pour autant qu'il ne viendra pas, qu'est-ce qui va nous empêcher de continuer à être Congolais et à garder notre pays? Donc notre destin n'est pas suspendu à la personne de Joseph Kabila Kabange. Nous souhaitons que tout le monde vienne au dialogue, mais il doit d'abord commencer par renoncer à la rébellion. Il doit d'abord commencer par renoncer. Vous n'allez pas prendre les armes et contraindre l'État à organiser un dialogue selon ton gré, selon votre propre gré. C'est cela le problème. Et donc, est-ce que le dialogue aujourd'hui, on peut dire que c'est une blanchisserie pour les gens qui ont pris les armes contre la République et qui veulent aujourd'hui chercher à se blanchir à travers le dialogue? Bon, je ne peux pas voir les choses de cette manière-là parce que je suis de ceux qui pensent que la place de Nanga, de l'AFCM 23 n'est pas dans ce dialogue parce que ce dernier discute déjà avec le gouvernement à Doha et dans le cadre de ces négociations, il y aura un accord et dans cet accord, l'M23 va faire des concessions, l'État congolais aussi va faire des concessions. Donc à ce niveau, quand il y a une situation de statu quo après une guerre, on ne peut pas parler, dénoncer la blanchisserie. C'est inévitable. C'est inévitable parce que ni les M23, ni le gouvernement congolais, personne n'a gagné la guerre. Et dans cet état de choses, quand ils se retrouvent sur la table, il y aura des concessions qui seront faites. Des part et d'autre. Mais la question que j'aurais voulu me poser et répondre, c'est celle de savoir, est-ce que le dialogue qui sera peut-être convoqué dans les jours à venir, sera-t-il la solution aux problèmes auxquels le pays est confronté dans sa partie Est? Je dirais, je ne vois pas la solution à venir de ce dialogue. Parce que ce n'est pas parce que le président Tshisekedi va rencontrer la C64 de Fayoulou, de Sesanga, de Kabound, que Mnanga et ses compagnons vont se retirer de l'Est. Non. C'est juste des acteurs politiques qui ont besoin de postes, qui ont besoin du gâteau, et ils auront la part du gâteau, mais cela ne changera rien en ce qui concerne les rapports de force sur le terrain entre le gouvernement congolais et le M23. C'est ici l'occasion pour moi, avant de chuter, d'attirer l'attention du gouvernement congolais, qui ne doit pas miser uniquement sur le dialogue. Le dialogue, depuis la nuit des temps, n'a jamais été la solution au problème des Congolais. Je prends ce risque et je le mesure. À chaque fois que nous avions organisé un dialogue, ça a toujours abouti à une autre crise. Prenez tous les dialogues, de la table ronde à ce dialogue qui est en gestation. Il y a toujours eu des crises après chaque dialogue. Le pays n'a toujours pas connu de stabilité. Table ronde, conférence nationale souveraine, dialogue de Sun City, dialogue de Senko, dialogue de Kojo. Les concertations, les dialogues n'ont jamais résolu le problème dans ces pays. Le dialogue apporte des solutions palliatives, pas des solutions durables. Il faudrait qu'un jour, les Congolais réfléchissent sur une approche durable. C'est-à-dire que quand on est un pays et qu'on a une armée, on y travaille dessus pour que celle-ci soit à mesure de répondre à toute éventualité d'insécurité. Tant que vous n'avez pas une armée et que vous misez sur les dialogues à chaque fois qu'on vous agresse, ça sera un cercle vicieux sur lequel il n'y aura aucune solution. Et donc, les dialogues de Fayoulou, de Sisanga, c'est juste pour le partage du gâteau. Je n'espère pas grand-chose de ces dialogues, à moins que peut-être le fait me prouve le contraire par les temps. Edmond Izouba, moi je pense que le dialogue qui va se tenir dans les jours à venir, on ne connaît pas encore la date et les termes de référence, mais moi je pense que ce dialogue a pour objectif
la consolidation de la cohésion nationale contre l'agression rwandaise. Je ne sais pas si vous avez un avis contraire, Edmond Izuba. Non, ce n'est pas vraiment un avis contraire, plutôt un complément, Oui, un avis complémentaire. allez-y. Mais avant d'arriver là-bas, je voulais Oui. d'abord repréciser certains termes qu'on entend Oui. parler, parce que beaucoup ne croient pas à l'inclusivité de ces dialogues. Quand on parle par exemple du dialogue inclusif, Oui. et puis après on dit que les rebelles ne vont pas y participer. Mais Je on doit voulais- avoir quand même des règles, Edmond Izuba. Oui, justement, voilà pourquoi j'aimerais d'abord partir de cette sémantique Oui. dialogue inclusif. Pourquoi Oui. on dit dialogue inclusif? D'après ma compréhension, en fait, quand on parle d'un dialogue inclusif, c'est parce que les problèmes qui seront abordés seront des problèmes congolais avec les Congolais. Donc ça veut dire que Et ça doit se tenir nécessairement ici, ici par à Kinshasa, l'extérieur. voilà pourquoi le gouvernement insiste pour que ce dialogue se tienne ici, parce Ici que au Congo. les problèmes qui seront abordés seront le problème des Congolais. Le problème des Congolais, vous savez, en 2028, nous devons avoir des élections. Les élections, c'est un processus et logiquement, le processus électoral devrait déjà commencer. Deuxième problème, vous avez entendu la majorité évoquer cette question du changement de la Constitution. Cette question sera aussi évoquée et c'est à la base des manifestations de l'opposition qu'ils ont obtenu ce dialogue, mais bien avant, il est réclamé. Aussi, dans ces dialogues inclusifs, seront abordées également les questions liées à, j'ai dit aux élections, j'ai dit au changement de la Constitution, mais aussi des questions liées à des réformes institutionnelles, des propositions aussi, comment on pourra peut-être mettre fin à la guerre. Alors, le problème qui se passe avec la branche armée, ce sont le problème qui ne concerne pas le Congolais directement. Ce sont des problèmes qui concernent le Rwanda et le Congo, je dirais un peu plus l'Ouganda. Parce que là, il s'agira de parler de la rébellion du M23. Et ces dialogues se tiennent déjà, je dirais, à Doha et à Washington. Parce qu'il faut faire désormais... La part des choses. Oui, il faut faire la part des choses, mais en même temps, il faut désormais commencer déjà à lier Doha à Washington, parce que aussitôt qu'on a une cause à Doha, Oui. vous allez voir que même à Washington, Les lignes on vont aura- bouger. ouais, les lignes vont bouger. Donc les choses semblent bloquées parce que et Washington et Doha, tous sont dans la même famille. C'est presque le même cahier des charges avec un seul objectif, qui Non. est la paix. Non, en fait, Oui. ils font de la diversion. À Doha, ils font de la diversion parce qu'ils savent qu'à Washington, ils n'avaient pas obtenu gain de cause. En fait, vous êtes dans une famille, mais la famille qui s'est émiettée, le père a voulu prendre l'autre côté, le père qui est donc Paul Kagame, Oui. il a laissé ses enfants de l'autre côté, qui sont donc des Congolais, Parce qu'il est déguisés, Oui. et puis qui soutiennent en principe la mission de Paul Kagame pour le Congo. Donc du coup, ces dialogues, désormais, il faut les lier. J'entends aussi les gens parler de partage des postes. Effectivement, le partage du pouvoir, partage de responsabilité. bon, appelez ça C'est responsabilité. le nœud de problème. Hein. C'est pas le nœud de problème parce que le partage du pouvoir, c'est en fait une conséquence logique de tous les dialogues et de ce qu'on appelle réforme institutionnelle. Est-ce qu'on doit toujours aller de partage en partage, dialogue, Oui, quand vous appelez au rébellion, dialogue, dans oui. la logique des choses, parce que ne nous voilons pas la face, dans la logique des choses, quand vous appelez à un dialogue, rassurez-vous qu'à la fin, vous devrez faire ce qu'on appelle les réformes institutionnelles. Quand vous faites ces réformes-là, il faut sécuriser les réformes. Pour les Avec sécuriser, des nouveaux il faut animateurs. mettre les gens en confiance. Mm. Les gens avec qui vous avez avez négocié. siégé sur la même table. Mm. Voilà pourquoi il y a ce qu'on appelle des résolutions, et ces résolutions-là qui sont en fait votées à l'Assemblée nationale et peut-être accouchées sous forme de documents, je dirais légal ou pas légal, etc. Mais c'est des documents de consensus comme ça. Donc, il ne faut pas que les gens
voient ça en mal. À chaque fois qu'on parle dialogue, on parle partage de pouvoir. Mais, je précise, l'objectif d'un dialogue, le mobile d'un dialogue n'a jamais été le partage du pouvoir. Le mobile d'un dialogue, c'est très souvent pour renforcer la cohésion nationale, comme à Sun City, très souvent pour élaguer certains points de divergence à des périodes aussi sensibles. Parce que vous vous rappelez, à l'époque, on a eu les dialogues de Joseph Kabila, les consultations nationales, et même Sun City, il y avait beaucoup de divergences. D'ailleurs, à l'époque de Sun City, les pays étaient pratiquement divisés. Des questions aussi sensibles comme ça, qui devraient réunir le Congolais entre eux, en discuter et en finir sur une table de négociation. Alors, qu'à cela ne tienne, donc ce que j'ai dit là, maintenant il faut distinguer avec qui en prendre langue. Comme j'ai tout à l'heure dit que les rebelles, en principe, ne prendront pas part, y compris Joseph Kabila aussi, ne doivent pas prendre part. Est-ce que cela peut faire un problème pour freiner la tenue de ce dialogue? Non, c'est là que le problème se pose. Déjà, nous savons qu'ils ne sont pas de bonne foi. Ils vont multiplier des simagrées ça et là pour en fait, empêcher la réalisation de ce dialogue. En fait, ils ne sont pas de bonne foi. Mais vous vous rendez compte... Parce que Joseph Kabila, comme Patrick Lukala venait de le dire, ouais. Joseph Kabila a le PPRD ici à Kinshasa, qui est favorable à participer à ces dialogues, en jouant aussi le rôle pour dire non, voilà, c'est un acteur majeur, il ne peut pas manquer. Joseph Kabila a également votre histoire que vous appelez Sauvons la RDC. Mais entre-temps, il est aussi du côté rébellion. Sans oublier Edmond Izouba, que Corneille Nangaa venait de confirmer que Joseph Kabila, c'est notre chef, il a toujours été notre chef. S'il venait ici pour me remplacer, ça ne posera aucun problème. Oui, en fait, il y a déjà les rapports, c'est vous qui pensez que c'est une nouveauté. Il y a déjà les rapports des Nations Unies qui établissaient cela, que Joseph Kabila devrait succéder à Corneille Nangaa et prendre les commandes du 1-23. Donc c'est connu du grand public parce que le rapport a été lu devant le Conseil de sécurité. Mais Joseph Kabila aussi ne doit pas avoir une mémoire courte parce qu'il le sait très bien que dans ce dialogue qui va venir, ce n'est pas un dialogue associé avec le rebelle. Vous vous rappelez, Joseph Kabila a organisé les concertations nationales ici à Kinshasa. Mais en même temps, il s'était né à Kampala, un autre dialogue, cette fois-là, avec les rebelles. Alors, c'est des choses qu'il les faisait tranquillement. Vous vous rappelez, donc il y a eu à Kampala, Joseph Kabila qui parlait avec les rebelles, et à Kinshasa, il y a eu les consultations nationales du Palais du Peuple, où le même Joseph Kabila parlait avec, cette fois-là, l'opposition. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que le même Tshisekedi qui parle avec Joseph Kabila à Doha, ça sera un autre Tshisekedi qui viendra. Non, c'est toujours le même. Donc, il ne faut pas jouer autour de mots. Donc, je pense que le président Joseph Kabila n'a pas une mémoire courte pour comprendre en fait cette réalité qui nous arrive actuellement, dont il est à la base. Mais ce qui est aussi incompréhensible, c'est que bon, ce n'est pas une question abordée aujourd'hui, mais nous savons tous que c'est vraiment regrettable de voir un ancien chef d'État devenir rebelle ou participer à la rébellion qu'il a combattue dans le passé. Pour un pays qui lui a tout donné. C'est pratiquement inexplicable. C'est pratiquement inexplicable. Vous savez... Ouais. Je voudrais ici, mon cher Edmond, emprunter une expression et une publication faite par le chantre de Joseph Kabila aujourd'hui, qui est Pero Louara, qui nous disait que Kabila est venu ici en botte de caoutchouc, il n'avait rien, le pays lui a tout donné. Mais est-ce que c'est normal aujourd'hui que Kabila continue à faire ce qu'il fait, de tuer les Congolais? Et non seulement ça, Joseph Kabila a donné l'exemple de quelqu'un qui est républicain, de quelqu'un qui est démocrate, en quittant le pouvoir. Ça, c'est un bel exemple qu'il a donné. Mais il devait voir peut-être les gens comme les Macky Sall. Vous voyez, aujourd'hui, Macky Sall est en train de penser à occuper, à devenir un haut fonctionnaire. Exactement. Donc,
Vous voyez, l'ancien président sénégalais. Voilà pourquoi moi je ramène toujours le problème des rebelles au Rwanda. Je les lis toujours à deux. Parce que si nous voulons satisfaire les M23 sans satisfaire Kagame, nous serons toujours dans la crise. Si nous voulons satisfaire Kagame et laisser le M23 comme ça sera toujours dans la crise. Et les récentes déclarations de Paul Kagame, vous les avez suivies. Ça confirme tout. Il a dit que vouloir la mort du M23, et extraire le Rwanda. C'est pratiquement effacer le Rwanda oui. De la carte d'Afrique. C'est extraire le Rwanda de la carte d'Afrique. Vous voyez, donc la logique clair devient, aujourd'hui. La logique devient que c'est le Rwanda qui est derrière ça, que l'agression est exactement. vraie. Alors voilà pourquoi il faudrait condamner, et c'est pourquoi Tshisekedi n'a pas tort quand il dit participera au dialogue, c'est lui qui va condamner. Non, il ne faut pas condamner. Le problème ici, je crois qu'il faut comprendre la logique. Le problème non, ici, n'est pas le dire aussi, c'est jouer les non, pas du tout. Le problème ici, ce n'est pas le fait de faire des proclamations. Parce que Joseph Kabila va proclamer qu'il n'est pas avec les Rwandais qu'il condamne, et ça lui enlève tout ce qu'il a aujourd'hui des ramifications avec le 23. Il faut pas, voilà pourquoi je dis, il ne faut pas jouer autour des mots. Parce que je peux faire cette déclaration-là aujourd'hui, et le soir, et la journée plutôt, et le soir, je continue de coopérer avec le 23. Beaucoup on a arrêté ici à Kinshasa, des complices, beaucoup on a arrêté à Goma. La journée, c'est des personnes qui faisaient des déclarations contre Kagame, contre le Rwanda, mais la nuit, ils faisaient tout à fait autre chose. Merci. Donc aujourd'hui, ça c'est ce que je disais tout à l'heure avant de terminer. Donc, en une minute, oui, la parole doit tourner. En une minute, c'est-à-dire que le Rwanda assume une grande partie des responsabilités dans cette guerre, et le M23 a accepté de porter les revendications. Et quand vous lisez entre les lignes les revendications du M23 et les revendications du Rwanda, les revendications du M23 à Doha et les revendications du Rwanda à Washington, vous allez trouver beaucoup de similarités qui ne permettraient pas que ces gens-là soient. Je voulais terminer par une anecdote. Vous savez, il y a quelqu'un qui me disait tout à l'heure, il dit, je parlais avec un des agents de l'APCM 23 qui me dit, voilà, comment vous laissez l'opposition accepter qu'il n'y ait pas de marche et tout ça. Il ne faut pas faire confiance à Félix Tshisekedi. La personne là lui a répondu, mais vous lui avez fait confiance parce qu'il est avec vous à Doha. Donc, vous voyez, donc aujourd'hui, c'est un bal de dupes que l'opposition ici, avec la C64, doit faire très attention. Il risque de tomber dans un piège qu'elle ne maîtrise pas. Merci beaucoup. Nos amis, nos frères, nos aînés de la C64, ne tombez pas dans les pièges. Vous avez bien réfléchi, on ne peut pas brûler le pays pour des besoins personnels ou bien des problèmes politiques. Christian Amabou, moi je pense que ce dialogue ici concerne tous ceux qui sont dans l'opposition non armée, les forces vives de la nation qui s'opposent à l'agression rwandaise et à toute forme de rébellion ou prise d'armes contre les institutions légitimement établies en République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi, son mandat court encore, il a 2 ans et demi. Votre lecture par rapport à ça, par rapport à tout ce que les amis sont en train de dire sur le dialogue? Merci beaucoup, Aimé Mutombo. Et avant toute chose, on doit avoir une précision des tailles. En RDC, il n'existe pas d'opposition armée. Il n'y a que l'opposition républicaine et actuellement, il y a une rébellion. Parce que la Constitution ne reconnaît pas. Bon, ils s'appellent aussi opposants. On ne doit pas l'admettre. Ils aiment pas, vous savez, ils sont un peu gênés quand vous appelez des rebelles. Mais ce sont des rebelles. Ils ne veulent pas qu'on les appelle comme ça. Des gens qui ont pris les armes pour tuer leurs propres frères pour des raisons qui sont encore inconnues jusqu'à ce jour. Lorsque vous vérifiez les arguments de Corneille Nangaa, au départ, c'était le problème de ces carabiniers. Oui. Après, il a commencé à dire qu'il y aurait eu des accords entre Kabila et Tshisekedi. Nangaa serait témoin. Après cela, il parlerait des Swahiliphones qui seraient discriminés par le pouvoir de Tshisekedi. Pendant ce temps, lui-même vit dans l'Est où il tue. Il a commencé à tuer d'abord les Swahiliphones parce que la majorité de ceux qui sont au nord et au sud qui sont des Swahiliphones, et c'est Corneille Nangaa qui les tue. Et aujourd'hui, lui-même fait partie de ceux qui ont réclamé les dialogues
disant que Tshisekedi attend combien de morts pour tenir le dialogue. Je crois qu'il faut vraiment le préciser que Corneille Nangaa et sa bande sont des rebelles et il ne faut pas leur accorder le crédit disant qu'ils sont ils sont des opposants armés parce qu'il n'existe pas l'opposition armée. Et s'il faut revenir à la question du dialogue aujourd'hui, je crois que l'Église catholique est devant un fait accompli. Parce qu'il vous souviendra qu'au départ, il y a eu des chevauchements entre Félix Tshisekedi, son pouvoir avec l'Église catholique, et on a vécu à un moment donné les prélats faire le tour du monde, aller dans plusieurs pays, aller même au Rwanda où ils ont été financés par Paul Kagame, aller dans d'autres pays voisins et on les a vus. Là, même, c'est le passé, la situation a évolué. S'il vous plaît, permettez-moi, parce oui, que c'est ce qui va, qui va donner l'essence à mon argumentaire. Non, je vous relance juste, oui. Merci beaucoup. On les a vus ricaner avec Nangaa, avec Bissimoa à Ils ont Goma. béni même avec Ils ont même permis Nangaa de bénir aussi certains fidèles catholiques et on s'est demandé si réellement l'église était au milieu du village. Et aujourd'hui, voir le cardinal Fridolin Ambongo emboîter le pas du dialogue sous la bénédiction du président Félix Tshisekedi, le voir partir dans la logique de fustiger l'agression rwandaise, c'est déjà une bonne nouvelle. Et la question va se poser au niveau où... Le cardinal a fustigé. Il en a fustigé, vous avez suivi sa déclaration. Et même son interview juste après la rencontre avec le chef de l'État, Félix Tshisekedi. La partie que j'ai aimée, quand le cardinal dit nous venons de nous rendre compte que le pays est agressé. Je ne sais pas s'il se rendait compte avant ou il ne se rendait pas compte. Ouais, vous avez je ne vais pas polémiquer là-dessus pour ne pas décourager le processus qui est déjà en marche. Néanmoins, comme le cardinal a pris soin, il a eu le courage de dénoncer cette agression rwandaise. Et lorsque vous suivez le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, qui revient pour dire que nous allons dialoguer avec tous ceux qui seront à même de dénoncer publiquement l'agression rwandaise. Et ça, j'ai aimé davantage, mais je me demande avec la situation actuelle, je ne vois pas Joseph Kabila dénoncer l'agression rwandaise. Je ne vois pas non plus Corneille Nangaa dénoncer cette agression. Il ne peut pas dénoncer son père. C'est là qu'il faut revenir dans la logique de Edmond et même Patrick qui ont dit ici que leur cas était déjà résolu ou c'est en cours au niveau des Doha. Et en réalité, même juste après... Ils ne sont pas concernés ici. Pour le dialogue de Kinshasa, selon vous. Je ne le vois pas venir dans ce dialogue. Et je ne sais pas pourquoi il viendrait participer à ce dialogue. Pour dire quoi? Parce que déjà, au lendemain de pourparlers, commencer par les prélats, j'ai vu la réaction de Corneille Nangaa disant qu'il n'est pas intéressé par ce dialogue. Directement, j'avais compris que Corneille Nangaa, il ne saura jamais dénoncer l'agression rwandaise, il ne dénoncera jamais Joseph Kabila, il ne dénoncera jamais Paul Kagame. Voilà pourquoi il doit rester dans cette posture, bien qu'il soit aussi sanctionné par les États-Unis d'Amérique. Je ne vois pas par quelle magie il pourra dénoncer le Rwanda, parce que même s'il faudrait fuir, il va partir dans quel pays? Parce qu'il est interdit de fréquenter même le Rwanda ou encore le Kenya, le pays où il avait créé l'AFC pour se rallier au M23. Et je crois que l'Église catholique aujourd'hui aurait la mission de rencontrer également Nangaa et Kabila, qui ce dernier ne serait jamais à mesure de dénoncer l'agression rwandaise. Et au finish, le cardinal viendra avec le rapport pour déposer au président Tshisekedi, lui qui a les prérogatives de peaufiner les cahiers de charges de ce dialogue. Et au finish, le cardinal donnera l'information selon laquelle, ou le rapport selon lequel Kabila et Nangaa ne seraient pas éligibles à ce dialogue parce qu'ils ne sont pas à même de dénoncer l'agression rwandaise. Donc, par conséquent, ils font partie de ceux qui agressent le pays. Et du coup, tous les restes de ceux qui sont de l'autre côté, C64, Union Sacrée, Église catholique, Église des réveils, les musulmans, l'Église kimbanguiste et toutes les autres tendances vont devoir comprendre facilement qu'il s'agit de Kabila et Nangaa qui travaillent au service de Kagame. C'est vrai qu'ils le savent déjà, mais ça sera maintenant mis à la découverte de tout le monde. Et par conséquent,
tous les restes des Congolais pourront s'unir pour réfléchir comment mutualiser les efforts afin que l'on puisse voir comment décourager les narratifs rwandais qui est en train d'être portés par Paul Kagame, par Corneille Nangaa et Joseph Kabila. Et en ce moment-là, on aura une autre force. Mais ce que je ne souhaite pas, parce que vous le savez, j'ai fait partie de ceux qui étaient au départ contre la tenue de ces dialogues parce que je ne voyais pas son soubassement. Et même aujourd'hui, je vois l'éminent avocat Denis Sesanga pour qui j'ai beaucoup d'estime. Mais c'est pour créer une cohésion interne au sein du pays. Faire un bloc autour du chef de l'État. Vous êtes d'accord, Christian Yamabou? Faire un bloc, c'est très important parce qu'il s'agit du pays. Là, je salue la position qu'a toujours tenue Martin Fayoulou parce qu'il peut être en désaccord avec le régime, il peut être en désaccord avec Félix Tshisekedi. Mais il y a des moments où il quand fait ça concerne la nation, Martin Fayoulou fait des concessions. Voilà. Il privilégie l'intérêt du pays. Là, je salue. Mais aujourd'hui, lorsque je vois Denis Sesanga dans sa contradiction, lui qui réclame aussi les dialogues, bien que les dialogues ne soient pas constitutionnels, c'est vrai que c'est notre coutume, c'est notre habitude. Mais quand il réclame les dialogues, en même temps, en amont, il fait partie de ceux qui exigent à ce que Tshisekedi puisse retirer le projet du changement des constitutions. Je trouve un peu l'ambiguïté parce que lui-même... Est-ce que c'est un péché de réfléchir sur le changement de la Constitution? Et surtout... parce qu'on va parler de dialogue, les gens vont se parler. Changer la Constitution, je ne trouve pas un péché parce que c'est tout à fait un débat. Nous sommes en démocratie et je crois que c'est les référendums qui pourraient départager ceux qui sont d'accord et ceux qui sont contre. Mais s'il faut revenir sur Denis Sesanga, il vous souviendra que aujourd'hui, rapidement, on va passer. La réalité nous prouve que Denis Sesanga veut le changement de cette Constitution. Mais je me demande pourquoi il peut vouloir se contredire. Parce que lors de sa campagne électorale et même dans sa politique, Denis Sesanga est celui qui se bat pour la refondation de l'État. Et lorsqu'on parle de la refondation de l'État, on commence d'abord par les textes. Et le plus grand texte de notre pays, c'est la Constitution. Donc, tacitement, Denis Sesanga est d'accord pour le changement des constitutions. Mais le voir... Mais le problème, peut-être, c'est parce qu'il n'est pas à la tête de la RDC. Il veut être à la place de Tshisekedi, c'est ça. N'est-ce pas ça le problème de Denis Sesanga? C'est là que je suis en train de voir un peu la déception à moi-même dans l'avenir. Voir toutes ces personnes pour qui on pense qu'elles se battraient pour l'intérêt général, mais les voir se battre maintenant pour les postes, pour les quotas, parce que je suis en train de voir dans un avenir proche, je suis en train de voir Denis Sesanga réintégrer le gouvernement, soit placer les siens dans ce gouvernement, et Fayoulou garderait toujours sa position d'opposant. Et là, il y aura encore des chevauchements entre Fayoulou et Jean-Marc Kabound. Et tout ça, ça profiterait à Félix Tshisekedi qui est en train de gagner en termes de timing. Surtout qu'au cours du dialogue, on parlera aussi de la question électorale. Et avec la réalité, ça nous prouve à suffisance que c'est impossible de tenir les élections en 2028. Et tout ça, on va réfléchir tous les mécanismes. Et l'article 70 de la Constitution va déjà donner raison à Félix Tshisekedi. Merci beaucoup, Christian Yamabou. Edi Kaniki, est-ce que dans un cadre où les Congolais doivent réfléchir, mener des stratégies, comment mûrir et renforcer l'armée, parce que ça joue sur tout le coup, dialogue, diplomatie et consorts, et c'est dans ce cadre-là qu'on va inviter les personnes armées, je ne sais pas, on peut les appeler les frustrés, non, ce sont des rebelles, les rebelles, oui. Est-ce que dans ce cadre-là, on doit appeler ces gens-là? La question, elle est très bien posée. J'aime subdiviser la classe politique en République démocratique du Congo en trois. Oui. La première, c'est ce que nous appelons aujourd'hui les rebelles. Nangaa, Kabila, les ennemis de la République. Parce que les rebelles, on doit les appeler. Hein. On doit appeler les chats par son nom. Très bien. Un rebelle, c'est un ennemi de la République. Ce sont donc des hommes politiques. Au nom de rien, on peut prendre les armes, on doit attendre, nous avons un cycle électoral. Voilà. Nous devons attendre. Et quand Tshisekedi est là, il faut attendre pendant que son mandat va se terminer, quand on va organiser les élections. Mais ce n'est pas prendre les armes. Et surtout, ce qui m'étonne, c'est parce que c'est la même personne qui a proclamé Tshisekedi comme président de la République. Ce qui est d'ailleurs très étonnant. Donc, Kabila, Nangaa, Bisimwa et j'en passe, Moïse Nyarugabo et j'en passe, font partie de la classe politique de la République démocratique du Congo, aujourd'hui transformée en rebelle.
Ennemi de la République. Transformés en rebelles parce qu'ils réclament quoi? Sachant que lorsque on se transforme en rebelle, on a pour objectif, n'est-ce pas, de chasser le pouvoir en place, on va dire clairement, de faire un coup d'État. Nous sommes donc là en face d'une première classe politique qui est la première à rompre le pacte républicain pour chasser le président qui est en place, l'accusant justement de mégestion et que sais-je d'autre encore. Maintenant, cela, a-t-on trouvé une solution à leurs problèmes, oui ou non? On ne le dira jamais assez, qu'une solution pour trouver, allez, j'allais dire, un endroit pour trouver une solution aux problèmes tels que mis sur la table par l'AFC M23 existe déjà. Il s'agit des Doha. Oui. Il s'agit également, actuellement, on parle de la Suisse. Donc, on ne peut pas faire de ça un problème pour dire non, voilà, ils ne vont pas participer ici, il faut impérativement qu'ils participent. Non, mais justement, il y a, ils peuvent ne pas être là, la messe sera dite. On ne doit pas dire ils peuvent ne pas, non, c'est pas ce qu'il faut dire. Ils ne on doit doivent dire pas ils être ne là. doivent pas être là Ok. parce qu'ils sont dans un cadre approprié à la rébellion pour trouver, tant soit peu, j'allais dire, des solutions aux problèmes qu'ils ont soulevés. Ok. Et il y a également des facilitateurs. Lorsqu'on parle de Doha, on sait qui est le facilitateur. Lorsqu'il s'agit de parler directement avec Kagame, comme le voulait le président Félix-Antoine Tshisekedi, il y a eu également le facilitateur qui sont américains, Trump et autres. Donc la solution aux problèmes soulevés par cette première classe politique qui sont des rebelles est déjà en train d'être trouvée. Et je trouve donc l'opposition, qui est la deuxième classe politique en RDC, je trouve donc l'opposition malhonnête. Parce que les réclamations de l'opposition ne sont pas celles nécessairement des Nanga et des Kabila. Bon, nous avons une opposition plurielle. Quand vous parlez, vous faites allusion à laquelle? J'ai subdivisé en trois. Oui. J'ai parlé de la rébellion, Ouais, la première. les ennemis de la Ici, quand je République. parle de l'opposition ici, Oui. je parle de l'opposition à Kinshasa, La c'est-à-dire... C64. Non, mais ce n'est pas seulement la C64. Il y a aussi sûrement la RDC. Tout le monde ne fait pas partie de la C64. Oui. Il y a d'autres regroupements, d'autres partis politiques. Mais la grande majorité qui ne font pas aujourd'hui partie à de la Kinshasa, C64. C'est pourquoi je parle c'est la de, C64. c'est pourquoi je parle de l'opposition. Pardon? La C64 regroupe Plusieurs partis un politiques. certain nombre de leaders. Oui. Ouais, c'est Voilà. pas de Mais des partis, partis politiques, des mouvements associatifs. Oui, c'est des Quand leaders. vous prenez quelqu'un comme Bolojo, est-ce qu'il a un parti politique? Il a un Oui, parti politique. il a un effectivement. parti Il a politique. un parti Ok, politique, je ne effectivement. connais pas son parti. Bon, Les ils ont partis- un parti les politique. bâtisseurs. Moi, ici, je voudrais parler de Non, moi, l'opposition. Il n'a pas de parti parce que Il y a un le mouvement. parti n'est pas encore. Ah, il n'est pas encore... Il n'a pas encore eu d'agrément. D'agrément. Le parti n'existe pas. Ah, donc il n'a pas de parti mais- Non, on ne politique. peut pas compter ça. Mais pourtant, il est dans la Il est- conférence il des est intervient présidents. comme président d'un Il parti est politique. dans la conférence des présidents du C64, pourtant sans parti politique. Donc, je disais, je ne voudrais pas parler ici de la C64. Non, mais Je voudrais parler... si la C64 prend en compte aussi des personnalités, personnalités, politiques. Donc, Non, interpréter conférence de comme ça. président par rapport au président des partis politiques. Je pense que c'est comme ça qu'ils ont appréhendé la chose. Ouais. Donc ici, je voudrais parler de l'opposition d'une manière globale, pour ne pas parler seulement de la C64. Alors, c'est la deuxième classe politique, l'opposition, puis d'une manière générale, j'estime que cette opposition n'est pas très honnête. Parce que cette opposition dit également vouloir préserver les valeurs républicaines lorsqu'on a parlé notamment du changement de la Constitution. Mais comment voulez-vous préserver les valeurs républicaines lorsque vous-même, vous ne respectez pas ces valeurs justement? Parce que les valeurs républicaines passent notamment par le respect de la Constitution. Et cette Constitution de la République démocratique du Congo démontre à suffisance le mode d'accession au pouvoir. Et ce que font Nanga et Kabila ne fait pas partie de mode d'accession au pouvoir. Mais vous êtes encore le premier à demander à ce que ceux-là qui ont brisé le pacte républicain, que vous voulez préserver, vous leur demandez ou vous exigez à ce qu'ils puissent faire partie du dialogue. Je trouve que vous n'êtes pas logique, vous n'êtes pas honnête. Deuxièmement. Oui, vous avez la parole, vous la gardez, mon cher ami.
est-ce que c'est normal aujourd'hui que nous puissions voir un Congolais, en tout cas sérieux et patriote, réclamer la participation des rebelles à ce dialogue? C'est pas normal. C'est pas normal parce que réclamer la participation de ceux qui ont brisé le pacte républicain dans le dialogue où devront se réunir ceux qui vont discuter justement du devenir du lendemain de la RDC en respectant la Constitution, c'est être malhonnête. Comment inviter dans un dialogue, on a dit, dialogue dans le respect institutionnel. Alors comment inviter ceux qui luttent, ceux qui ont voulu opérer un coup d'État, n'est-ce pas? Ceux qui ont voulu briser le pacte républicain, les inviter dans un dialogue qui doit respecter les institutions de la République. Ça ne se conçoit pas. Ça ne se conçoit pas. Voilà pourquoi j'ai dit, l'opposition politique en RDC, pris d'une manière générale, elle n'est pas logique, elle n'est pas honnête. Deuxièmement, elle n'est pas honnête pourquoi? Parce qu'en respectant la Constitution, celle-ci a prévu que le président est élu pour un suffrage universel, comment vous dites ça? Pour 5 ans, une fois renouvelable. Une fois renouvelable. Le président est dans son deuxième mandat. Suffrage universel direct, c'est ça? Au suffrage universel. Universel direct, c'est ça, non? Voilà. Bien sûr. Le président est dans son deuxième mandat. Selon la Constitution, il est dans son deuxième mandat. Il n'est pas encore terminé. Il est dans son deuxième mandat pour 5 ans. N'est-ce pas? Maintenant que vous réclamez un dialogue à l'issue duquel il y aura nécessairement partage du pouvoir, ça veut dire que même vous-même, vous ne respectez pas le principe tel qu'établi par la Constitution. Vous êtes l'opposition, vous n'êtes pas la majorité. Et selon la loi du pays, selon la loi mère, il existe, pour faire valoriser la démocratie, une minorité d'une part et une majorité de l'autre part. Et la minorité, qu'est-ce qu'elle a pour devoir? Qu'est-ce qu'elle a comme devoir? Elle a notamment le devoir de faire de contre-propositions. Mais elle n'a pas le devoir de réclamer un dialogue à l'issue duquel on aura de conclusions qui viendront s'imposer en dehors du programme pour lequel le régime, non, pour lequel le président actuel a été élu. Voyez-vous? Et donc, une fois sorti du dialogue, la République démocratique du Congo sera désormais orientée dans le sens de conclusion du dialogue, qui ne sont pas le programme, ou qui ne, oui, les conclusions qui ne sont pas le programme pour lequel le président Félix Tshisekedi a été élu avec 73%. Donc, on voit donc que l'opposition n'est pas logique, parce qu'elle-même, elle ne respecte pas le principe tel qu'établi par la République démocratique du Congo. Et vous dites quoi, ces leaders de l'opposition? Ils nous suivent, hein, ces leaders. Mais ces leaders de l'opposition, ce que moi je leur dis, c'est de ne pas justement donner des béquilles à Félix Tshisekedi. Comment? Parce que, en demandant les dialogues, Félix Tshisekedi viendra aussi avec son cahier des charges. Chacun viendra avec le sien, bien évidemment. Mais dans les réclamations de Félix Tshisekedi, dans les réclamations de Félix Tshisekedi, il y aura notamment que vous m'avez mis des bâtons dans les roues. J'ai perdu chaque mois près de 6 milliards de dollars dans la partie occupée, ce qui allait me permettre à bien implémenter mon programme, dont je n'ai pas bien pu diriger parce qu'on m'a mis les bâtons dans les roues. Conséquence, Félix Tshisekedi va également réclamer la prolongation ou le prolongement de son mandat. Dépassement. Dépassement de son mandat. Et donc, vous dites qu'il y aura des concessions. Si Félix Tshisekedi devra faire des concessions à l'opposition, eh bien, l'opposition devra faire aussi des concessions à Félix Tshisekedi. Il y a des concessions de part et d'autre. Les concessions de part et d'autre. Conséquence, c'est Félix Tshisekedi qui demeurera président après 2028. À cause de qui? À cause, n'est-ce pas, de l'opposition qui se serait, à cause de l'opposition qui se serait imposée pour avoir un dialogue qui aurait ouvert la porte à Félix Tshisekedi à aller au-delà de son mandat. Non. C'est son point de vue. Hein. Vous dites non. Vous dites non. La parole doit tourner. On va citer. Pour moi, j'estime donc, et M. Mutombo, que ces dialogues, en réalité, bien que le président a toujours dit qu'il n'a jamais refusé les dialogues quand le Congolais le demande, mais j'estime que ces dialogues n'étaient pas opportuns
dans la mesure où nous, peuple congolais, électeurs, nous savons, on va dire, évaluer un régime en fonction des actions posées pendant le mandat que nous lui avons attribué. Merci. Maintenant, je termine. Merci. Je termine en tout cas. Ouais. Maintenant, en une phrase. Maintenant, cette opposition, elle réclame les dialogues parce que, en dehors du dialogue, qu'est-ce qu'il fallait résoudre qu'on n'a pas résolu au regard de leur point de vue? Qu'est-ce qu'il fallait résoudre qu'on n'a pas résolu? Ils pensent maintenant que ça sera résolu à travers les dialogues. Moi, je n'en vois pas. Merci beaucoup. Nous allons passer à la deuxième thématique, mais on va faire un dernier tour de table pour essayer de rencontrer un peu les avis contraires des uns et des autres, parce que c'est très important. Et nous, Izouba, je voyais comme si vous avez quelque chose à dire. Bien sûr. Donc, mais ce qu'il faudrait savoir est que les journalistes, nous sommes la lumière de la société. Là où les cerveaux des politiciens n'ont plus aucune rationalité, ne cautionnez pas la désorientation de notre peuple. Il s'agit ici d'une cause nationale. Notre pays est en danger. Nous sommes proches de la balkanisation. Il est temps d'éclaircir le peuple de Dieu pour lui permettre d'agir et de soutenir toute initiative non inféodée pour le retour de la paix, une paix durable à l'est de la République démocratique du Congo. Vous avez un avis contraire? Qui a dit Vous ça? avez un avis contraire? Je n'ai pas l'intention de contredire ce que vous venez de dire tout à l'heure, mais plutôt... J'ai tort ou j'ai pas raison? Vous savez... Nous avons le rôle d'éclairer. Vous savez, il y a des moments où les politiciens arrivent à un niveau où peut-être le niveau de réflexion s'arrête un peu au regard de prendre. Je ne suis pas contre ce que vous venez de dire, oui. Mais je voulais plutôt essayer un peu, pas de recadrer, humblement d'ailleurs, En 2 minutes, hein, nous allons entamer au dernier thème de faire voir le côté gauche de la réflexion d'Eddy tout à l'heure. En fait, les dialogues, c'est voulu par tous. Les dialogues, ce n'est pas seulement l'opposition qui les veut, mais et aussi le chef de l'État qui veut ce dialogue. Et d'ailleurs, si aujourd'hui il y a une lueur d'espoir par rapport à toutes les revendications passées de l'opposition autour du dialogue, c'est parce que le président de la République vient de l'accepter que maintenant. N'oubliez pas, dans la déclaration des évêques, à la sortie de cette rencontre-là, à l'interview, le cardinal a dit, le président de la République du Congo, de la République démocratique du Congo, a accepté d'engager le pays dans un processus de dialogue. Donc ça veut dire que ça vient du président de la République. C'est lui l'initiateur du projet. C'est lui l'initiateur. Et quand vous suivez même le point de presse de quand vous suivez encore l'interview d'Eric Senga, avec l'interview avec Boujakera, vous allez voir qu'il était allé encore un peu plus loin pour dire voilà, le président veut que ça soit, veut que ce soit tenu de cette façon et tout ça. Alors, le président de la République, moi je l'ai dit, en tout cas, la manière dont les choses marchent, il a compris que on se retrouvera dans ce pays contre le mur. Donc il faut faire le mieux que possible pour ouvrir déjà plusieurs voies maintenant. Une décision, on peut dire que c'est une décision de sagesse. Oui, de sagesse, parce que le président, comme Eddy a dit tout à l'heure, viendra avec son cahier des charges. Non, le président, lui, il est au-dessus de la mêlée. Non, je dois me faire comprendre. Hein, quand je dis les présidents, c'est clair que le président ne va pas prendre la majorité. Mais voilà, attention, c'est ça. Ouais. Le président n'est pas seulement là pour la majorité. Le président est là aussi pour la minorité. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui la majorité dirige que la majorité doit mater la minorité. Non, on ne doit pas écraser la minorité. Voilà. C'est très important. C'est ça même la sagesse d'un chef d'État, le garant des institutions, les garants du bon fonctionnement des institutions de la République. Donc du coup, il s'est rendu compte que s'il continue de s'entêter, devant nous, on se retrouvera face à un blocage. Rappelez-vous, en 2015, Kabila n'était pas encore fin mandat, mais l'opposition réclamait le dialogue. Et le dialogue, là, Kabila l'a tenu en 2016. Pourquoi? Parce qu'il a voulu lui-même voir quand est-ce qu'il sera bloqué. Mais ici, Félix, il n'est pas encore arrivé fin mandat, mais il voit déjà le blocage de loin.
Déjà, là, On perd des familles. Le processus avec la sagesse. Pour ceux qui ont des lunettes politiques, ouais. ils savent bien voir que le processus électoral est déjà plombé. Pourquoi? Parce que dans 2 ans, si vous n'arrivez pas à engager le processus électoral, vous ne pouvez pas le faire dans 1 année. C'est pratiquement impossible et ça demandera les glissements. Ça se prépare déjà. Or, dans un cas de glissement, il faut négocier, il faut parler aux Congolais, il faut parler aux acteurs politiques, il faut faire comprendre la situation. Voilà, parce que là, il y aura des tensions, ça et là. Et ça sera très dur pour un président de la République qui est déjà combattu dans l'Est du pays et d'avoir encore des combats politiques ici dans la capitale, ça sera très dangereux. Et je vois que le président, il a tenu la balle au bon et il le fait pour au fait, tenter de dissiper tout malentendu et réunir les Congolais, renforcer la cohésion autour des questions qui divisent. Des questions qui divisent. Mais ce sont les questions qui divisent justement que je ne vois pas moi. Non, il y a plusieurs par questions rapport à l'opposition. Hein, il y a plusieurs questions qui divisent, ne vous en faites pas. Les acteurs politiques, ils sont là pour veiller et voir tous les défauts de la majorité qui dirige. Donc, et le président de la République aussi, il sait voir, il sait comprendre certaines sensibilités. Donc aujourd'hui, les évêques et la société civile aussi, qui a une part importante dans ce dialogue, va aussi se prononcer sur des questions. Donc nous avons aussi des animateurs de la classe politique qui sont arrêtés ça et là. On parle même des arrestations arbitraires. Beaucoup sont dans des cachots secrets, on ne sait pas aujourd'hui. Chacun tire le drap de son côté. Et tout ça. Voilà pourquoi, voilà, la sagesse m'est revenue. Voilà pourquoi j'ai demandé tout à l'heure la parole pour en parler, mais je pense que ça m'avait échappé. Il ne faut pas associer Kabila au PPRD. Parce qu'aujourd'hui, Kabila n'appartient pas seulement au PPRD. Mais il ne faut pas non plus prendre les animateurs au sein du PPRD et le faire passer pour des complices avec Joseph Kabila. Il y a des gens de bonne foi qui ont accepté de travailler dans des partis politiques. Pas leur bonne foi. Non, mais attention. Ici, par exemple, l'arrestation de Chadari. Est-ce que vous avez suivi Ferdinand Kambere? Non, j'ai dit ceci. Ferdinand Kambere fait ses déclarations, il est ici. Il n'est pas inquiété. Mais il s'est dit être du PPRD. Il ne fait pas la rébellion. Il n'a rien à voir avec les déclarations de Paul Kagame ou les agendas cachés de Joseph Kabila. Et, alors, surtout que la nature de Kabila, même en étant chef de l'État, beaucoup ne savaient pas sa position. Vous voyez? Donc, il faut comprendre des choses comme ça. Donc, il y a certains animateurs de la classe politique qui sont aujourd'hui aux arrêts. On dit que ce sont des arrestations politiques. Qui doivent se résoudre dans le dialogue. Moi, j'en souffre. Moi, j'en souffre. Il ne faut pas confondre. Donc, quand les gens ont des problèmes de dette, même si on constate qu'après l'arrestation de Minakou et on doit prendre la deuxième thématique. En disant qu'au dialogue, il y aura effectivement des questions sérieuses qui seront abordées. Et le partage des gâteaux, comme je l'ai dit, conséquences logiques et tout ça, les mobiles restent de questions liées au problème du Congolais, le partage des gâteaux, conséquences, et le chef de l'État ne va pas échapper. Et déjà, il est vous me donnez l'impression de ne m'avoir pas suivi. Les problèmes liés au dossier, passez-moi l'expression des Congolais, doivent se résoudre dans le cadre institutionnel. Nous avons donné mandat pour 5 ans à tout un régime. Quand je prends le régime, je prends le président, l'Assemblée nationale, les assemblées provinciales, de résoudre toutes les questions susceptibles d'apporter des solutions aux Congolais. Ce n'est pas un dialogue. Voilà, ça c'est une grande erreur que vous commettez. Ici, tout le monde parlait changement de la Constitution. En un mot. Les animateurs des institutions de la République en parlaient aussi. Et donc la parole doit tourner, Tout le monde chantait le changement de la Constitution, ok? Les ministres et tout consorts, bien qu'ils ne faisaient pas dans le cadre institutionnel, ils le faisaient à part. Mais quand le chef de l'État s'est prononcé pour le dialogue, est-ce qu'ils en parlent encore? Non du tout. Ça veut dire que cette question-là ne devrait pas être résolue là-bas, dans le cadre institutionnel. Donc le bon cadre, on doit le régler, c'est le dialogue. Il faut sortir de fois des institutions pour comprendre la réalité. Donc c'est ça, c'est que le chef de l'État veut. C'est ça même le dialogue. Sinon le dialogue n'aura pas son sens. Vous savez, aujourd'hui, grâce
à ce qui a été organisé Edmond entre a mis une guillemets, phrase, ouais. c'était pas le dialogue, les consultations de Bérand. Vous avez Mouzitou aujourd'hui au gouvernement. Est-ce que Mouzitou en faisait partie de la majorité? Pas du tout. C'est un opposant Mais que il est vous là avez toujours pris comme opposant. au gouvernement parce que les revendications ou les résolutions déposées faisaient en sorte que le gouvernement soit un peu plus large ou élargi à une certaine opposition. Cette fois-là, après ces dialogues, nous aurons encore une opposition, une grande opposition un peu plus large qui viendra cette fois-là peut-être avec la société civile, parce qu'il y en a aussi dans ce gouvernement un membre de la société civile, Anzoulouni, qui est là comme ministre. Donc, il y en aura toujours, ne vous fatiguez pas. Ce sont les réalités. Ce sont des réalités congolaises. Exactement, ce sont des réalités congolaises. Edmond, merci. Merci ça. Edmond, merci Edmond. La parole doit tourner. Patrick Lokala, est-ce que c'est un péché de défendre aux Congolais, de réfléchir? Aujourd'hui, on parle dialogue. Il y a des gens qui pensent, comme je vois Edmond venir de soulever ici, et il dit, est-ce qu'on peut parler aussi changement de la Constitution dans le dialogue? Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Là, il s'agit d'une possibilité que vous évoquez. Oui, on parlera. C'est une question. Hein, oui, mais j'ai dit. Peut-être qu'on reflètira une révision. On réfléchit à haute voix. Non, il s'agit là d'une possibilité que vous évoquez. Mais qui sait peut-être que la question sera évoquée. Abordée, oui. Mais je trouve que. Bon, comment on dit, Cholet l'a dit. Je trouve que. Ouais, on a posé à Cholet une question dans ce sens pour dire. Est-ce que il a dit, mais Kabouya venait de dire qu'il tient mordicus, la Constitution doit être changée. Il n'a qu'à soutenir cette position au dialogue et de convaincre. Sinon, s'il ne les convainc pas. Mais on va convaincre qui? C'est ça même la problématique. Non, il y aura un médiateur. La problématique du changement de la Constitution n'est pas une question de convaincre Fayoulou, convaincre Sanga, convaincre Kabunda. Non, c'est une élection. C'est une élection, nous allons vers une élection. Il y a possibilité que si la voie du référendum, le processus du référendum est engagé, c'est au peuple de dire si oui ou non il est d'accord avec l'avènement d'une nouvelle république, l'avènement d'une nouvelle constitution. Ce n'est pas Sanga qu'il faut poser la question, ce n'est pas Fayoulou. C'est pas la trahison. C'est pas dans un petit dialogue comme on veut l'organiser qu'on peut lever une grande option. C'est une question qui concerne l'avenir de la nation. L'avenir de la nation, c'est pas autour des mais au dialogue, mais non, pas local, non. Je réfléchis vraiment. Oui, moi, je suis vous avez la parole, vous la gardez. De la mêlée. Oui, je dis ceci. Mais ils vont parler aussi République au cours de ce dialogue. Non. Comment parler au-dessus de la mêlée, mais c'est les acteurs politiques. Là, c'est pour le partage des postes. Le dialogue ne va résoudre aucun problème. Qu'on ne se cache pas. Le dialogue, c'est pour partager des postes. Donner à Fayoulou le poste de Premier ministre, donner à Sanga la vice-primature de la justice, donner à Kabound. Comment vous tracez déjà? Lui restituer ses carrés miniers. C'est ça, ce sont là des préalables. Lever les poursuites judiciaires contre Matata Pogno. Lui restituer ses carrés miniers, permettre à Moïse Katumbi de rentrer au pays, annuler le jugement contre Kabila. Le jugement définitif contre Matata Pogno. Et donc voilà. Donc ça va tourner autour de ça. Il n'y a rien. Et le peuple. Et le peuple. On n'a jamais organisé le dialogue pour le peuple. Tout à fait. Le dialogue, c'est pour les acteurs politiques. Tout à fait. Ils veulent se partager des postes. Merci beaucoup. C'est comme ça que je vous dis. Pour nous qui soutenons le changement de la Constitution, nous pensons que la question vous soit. soutenez les changements de la Constitution? Je soutiens fermement. Nous pensons que ce n'est pas au cours d'un petit dialogue entre individus. Non, mais pourquoi vous appelez petit dialogue? Pourquoi? Mais c'est quoi? Ce n'est pas 90 millions de Congolais qui vont aller au dialogue. Mais les représentants, c'est la même qui iront là-bas. C'est l'échantillon de représentants. C'est Sanga ira pour son compte, son parti. Tout à fait. Fayoulou ira pour son parti. Et puis voilà. Où est la part du peuple dans tout ça? Donc c'est un petit dialogue entre acteurs politiques et nous connaissons ces jeux-là. Nous sommes aujourd'hui assez âgés pour comprendre, analyser l'histoire, comprendre le présent et voir là où va le pays. Donc ce n'est pas ce petit dialogue qui apportera des solutions. Je ne crois même pas que ce n'est pas au cours de ce dialogue qu'il faut aller évoquer cette question. Merci beaucoup. La question de la réforme de la Constitution pose problème parce qu'une partie du territoire est occupée. Moi, je suis de ceux qui pensent que si Goma Bukavu n'était pas occupé, les grandes parties de ces deux grandes provinces n'étaient pas occupées, je ne vois pas ce qui pourrait empêcher au président
d'engager le pays sur la voie du changement de la Constitution. Merci, Parce qu'au Patrick finish, Local. merci, Merci. s'il vous plaît, parce qu'au finish, c'est le peuple. C'est le peuple qui doit avaliser. La validation, c'est le peuple qui valide. C'est même pas le président de la Et République. dans cette validation, dans cette élection, ce n'est pas une élection avec un seul choix. Ce sera une élection à double choix. Soit vous dites oui, Soit vous dites non. non. Et si le oui l'emporte, la Constitution passe. Et si le non l'emporte, On on reste là où continue on est. avec l'ordre ancien. Et mais pourquoi alors il faut demander l'avis d'un Sanga qui a un parti sans élu, demander l'avis d'un Fayoulou qui a un parti sans élu, qui n'a obtenu que la proportion même des élections. Fayoulou a obtenu combien aux dernières élections présidentielles? Le débat, même pas 4%. le débat n'est pas là, s'il vous Non, plaît. s'il vous plaît, parce qu'il faut, il faut ici démystifier les acteurs politiques. Ils se prennent pour des gens importants, pour des gens grands, pour des gens populaires. Ils ne sont pas populaires. Fayoulou a fait combien lors de la dernière élection? Il n'a même pas fait 4%. Mais au nom de quoi, lui, aujourd'hui, va aller au dialogue et dit non, je représente le peuple congolais, le peuple est contre le C'est un leader majeur de l'opposition. Quel manger? Il a eu De combien de l'opposition. voix? Il a eu combien de voix? Merci. Même merci. pas 4%. Merci, Et Patrick. donc voilà un peu, je voudrais dégonfler un peu ses opposants, mais je crois pas. Je crois pas à ces dialogues. Il aura l'avantage de partager les postes, donner un peu d'opportunité aux uns et aux autres de s'enrichir. Mais j'interpelle le Patrick. président Merci. de la République Oui, oui. sur l'armée. L'armée, les services de sécurité, la police, c'est là qu'il faut travailler. La force publique est assise sur ces piliers-là, l'armée, la police, les services de sécurité. Tant que vous n'aurez pas travaillé sur ça, il n'y a aucun pays qui aura peur de vous. Demain, Merci, il y aura Patrick. un autre groupe découragé comme des Nanga, des Kabila qui prendront les armes. Allons-nous toujours trouver un moyen, cette fois-là, aller au Tchad, aller en Afrique du Sud pour négocier? Non, il faudrait que nous ayons des moyens pour qu'à chaque fois que nous ferons face à une menace, nous serons en mesure d'anéantir cette menace dans les fous. Merci, merci Patrick. Christian Nyamabou, est-ce que dans ce dialogue, on peut parler aussi du changement de la Constitution? En 2 minutes, nous sommes en train de chuter. Je crois que toutes les questions pourraient être inscrites à l'ordre du jour. Et en ce moment-là, toutes les parties pourraient procéder à des concessions. Soit on accepterait le changement des constitutions, soit on n'accepterait pas, parce que déjà au départ, l'opposition veut assez que le président puisse se prononcer publiquement. Renoncer avant le dialogue. Renoncer au projet du changement des constitutions. Mais je crois que la réalité nous prouve que les Congolais, moi y compris, veulent le changement de cette constitution pour l'intérêt général. Et voilà pourquoi je l'ai toujours souhaité. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation... Alors, vous voulez le changement de la Constitution? Je veux vraiment le changement de cette constitution parce que nous nous retrouvons dans un pays où, actuellement d'ailleurs, vous allez le remarquer, prenez le cas de l'opposition qui s'est rendue au Burundi. Lorsqu'il fallait se battre sur le terrain, on a vu, on a mobilisé les gens, on a mobilisé plusieurs personnes. Mais quand il s'agissait d'aller négocier, où sont partis les jeunes? Les Vouvou, les Bolodjo et tous les autres, ils sont mis de Ils côté. étaient même mécontents. Hein? Vous voyez, Très mécontents. c'est la situation même Ouais. au sein de ceux qui sont au pouvoir. Allez même dans des partis comme l'UDPS, l'UNC, le MLC. Combien de jeunes occupent les postes de grandes responsabilités? Non, il y a de Et grands même- jeunes. Il y a de grands... S'il Il y a, vous plaît. il y a Ted Béléchaï, pas de l'UDPS. Nous Il y a saluons- Ted Béléchaï qui vient d'être nommé à la tête de l'ARSP. Et d'ailleurs, le chef de l'État l'a reçu hier. Nous saluons la réception, l'échange entre le président Tshisekedi et Ted Béléchaï, qui est l'actuel DG de l'ARSP. Il représente quand même la jeunesse en sa manière. Ça, nous saluons. Et il y a Mais- beaucoup de l'espoir au niveau mais de l'ARSP. lorsqu'il La faut- venue de Ted Béléchaï, j'ai parlé avec quelques amis. Oui, il y a aussi collègues le de- CNSAP qui est dirigé par un jeune. Par Junior Junior Mata, Mata, oui, ils mais sont de l'UDPS, tout ça. Ça, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais lorsqu'il faut parler des proportions en termes de pourcentage, combien de jeunes, et même dans ces partis politiques, la réalité est que pour qu'un jeune puisse accéder à de telles fonctions, il devrait avoir un parrain et que ces parrains devraient peser lourd, vous voyez. Et c'est là que moi je demande aujourd'hui, même s'il s'agirait de parler Est-ce que vous pensez que le aujourd'hui, changement de la Constitution,
Ça va résoudre ce problème-là? Mais les jeunes doivent participer. Ils doivent aussi apporter leurs propositions parce qu'aujourd'hui, il y a des choses qui se font sans la jeunesse. Vous voyez aujourd'hui, la réalité est que, en 2 phrases, comme je l'ai dit ces derniers moments, la plupart de ceux qui nous dirigent aujourd'hui sont soit ceux qui ont dirigé le pays à travers leurs parents depuis 1960 ou soit qui ont des parrains politiques, mais quel est l'avenir pour ces jeunes qui n'ont pas des parrains politiques? Est-ce qu'on peut réfléchir? Non, mais il y a des jeunes qui se démarquent. Là, je ne suis pas d'accord avec vous, Christian, parce qu'il y a des jeunes qui n'ont pas de parents, qui sont ministres, qui sont mandataires aujourd'hui. Ils sont nombre de combien? Mais ça commence toujours quelque part. S'ils n'ont pas utilisé les noms de leurs parents. Ça commence toujours quelque part. S'il faut parler des jeunes qui se sont démarqués, on peut prendre le cas des Moutamba. Mais quelle est la solution aujourd'hui? Quel est le cas des Moutamba aujourd'hui? Il suffit que vous ayez un parrain politique ou encore votre parent a inscrit un nom dans la politique congolaise. Et là, on vous respecte. Donc, je crois que la question de la jeunesse, mais également les quotas de la presse, on doit y réfléchir. Nous sommes aujourd'hui... On va faire une émission spéciale sur ça. C'est nous, la presse, qui avons mis le fait pour mettre cette opposition contre l'armée rwandaise à travers tout ce qu'on a connu sur le plan médiatique. C'est la presse congolaise qui s'est battue. Mais quel est les quotas de la presse s'il s'agirait du changement des constitutions ou encore des consultations ou du dialogue qui profile à l'horizon? Je crois qu'on doit réfléchir sur toutes ces questions. Mais personnellement, j'ai fait partie de ceux qui prennent le changement des constitutions. Merci beaucoup. La presse, oui, mais il faudrait aussi saluer le travail de qualité avec haute facture que le ministre de la Communication, Patrick Mouya, est en train de faire dans ce sens que vous venez de mentionner sur cette guerre nuisible que lui-même appelle le poison rwandais. Alors, on a fait un effort avec ce nouveau narratif pour permettre aux gens de comprendre la réalité des choses, que la guerre n'était pas une guerre faite contre Tshisekedi, mais une guerre faite contre la République. Tout à fait. En 1 minute, mon cher Eddy, est-ce que le changement de la Constitution peut être aussi au menu parmi les sujets dans le dialogue? Dommage que on devra en parler, parce qu'avant le dialogue, ça divise la classe politique, donc on ne pourra pas sortir de ces dialogues sans pour autant en parler. On devra donc évoquer pour chercher ces sujets, chercher un certain compromis, mais je me demande quelle en sera l'issue, parce que le changement de la Constitution équivaut à une possibilité pour Félix Tshisekedi de rempiler, chose que redoute justement la C64. Je me pose la question de savoir où est-ce qu'ils Mais les mêmes chances que Tshisekedi y aura si la Constitution est changée, ce sont les mêmes chances que les autres pourront aussi avoir. Ce que vous dites est vrai. Parce qu'on partira à zéro. Ce que vous dites est-ce que si on est populaire, on doit perdre ce changement? Ce que vous dites est vrai, hein, Aimé Mutombo, mais toutefois, l'opposition au Congo et en Afrique, près d'une manière générale, se disent que généralement, le président en place qui organise les élections, c'est lui qui passe. Conséquence, la C64 et tous les autres, et les autres réfléchiront en se disant que si nous ouvrons la porte au changement de la Constitution, ça veut dire que nous ouvrons la porte à Félix Tshisekedi de pouvoir rempiler. Je termine en disant, le front commun contre le Rwanda, nous dit-on, comment vous appelez ça, à les dialogues pour créer un front commun, notamment contre le Rwanda, c'est ce que les gens disent. Mais moi, je me pose la question, ce genre de choses, on ne peut le voir qu'en RDC. Pour faire un front commun contre un pays agresseur, il faut organiser un dialogue. Les États-Unis ont attaqué l'Iran. On n'a pas vu un dialogue où on devait mettre ensemble les Américains pour faire un front commun contre l'Iran. Tout de suite, quand la décision est prise, les Américains sont du côté de la décision prise par leurs autorités. Ils se mettent ensemble. Ils se mettent ensemble. Et donc, pour voir le Congolais, Sanga et qui sais-je encore, parler contre le Rwanda, n'est-ce pas? Dénoncer le Rwanda, il faut pour ça dépenser de l'argent de la République à travers un dialogue. Moi, je dis, c'est partir sur des mauvais pieds. Merci. Aussi vrai que chacun a son agenda. Ça veut dire que chacun a ses objectifs à atteindre. Nous allons parler du plan stratégique triennal 2026-2028. Dans la phase de sa vulgarisation, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu le staff dirigeant de l'Inspection générale des finances, avec sa tête le professeur Bitassi Mwabahi et son adjoint.
Nous allons demander à la régie de nous balancer cet élément et puis on se retrouve juste après. Porteur d'un projet de digitalisation du service de l'IGF pour l'horizon 2026-2028, Christophe Bitasimoa, inspecteur général des finances, chef des services de l'IGF, a rencontré le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour lui présenter les raisons de la nouvelle vision imprimée à l'inspection générale des finances et les différents axes stratégiques pour la transformation de la gouvernance publique en RD Congo. Le plan stratégique vise essentiellement à passer du contrôle manuel, du contrôle ponctuel, du contrôle un peu policier à un contrôle digitalisé, un contrôle beaucoup plus intelligent, un contrôle qui est permanent en temps réel, un contrôle qui consacre une surveillance globale et permanente de tous les flux financiers qui circulent dans le pays pour un meilleur contrôle. C'est possible, nous allons y arriver. Ça paraît un rêve ou une ambition exagérée, mais c'est la voie obligée. Nous allons y arriver et le président de la République a dit qu'il va s'investir pour que nous puissions réaliser ce plan et que tous les services de l'État soient mis au pas, parce que la digitalisation, c'est la voie royale pour changer la gouvernance dans notre pays. Le président de la République, qui a prêté une oreille attentive à son hôte, a promis de s'investir avec un soutien total pour la mise en œuvre de ces plans stratégiques. Patrick Lokala, nous venons de suivre le chef de l'État qui dit qu'il va s'impliquer pour la digitalisation de l'IGF. Je ne sais pas comment dire, parce que je ne comprends pas comment l'IGF fonctionne. Depuis une année, je ne comprends rien et donc tout ce que vous me dites là, contrôle triennal, je ne comprends rien. Donc c'est difficile de mettre des commentaires sur quelque chose que je ne comprends pas. Peut-être que je ferai un effort, M. Mutombo, d'approcher ces gens de l'IGF pour comprendre. Sinon, ça serait tendancieux de ma part de dire que ça sera bon ou que ça sera mauvais, alors que je ne comprends rien. Je suis de ceux qui ne comprennent rien de ce qui se fait là-bas. Comme je ne comprends rien, c'est difficile aussi de mettre un commentaire, sinon ça risque d'être des commentaires déplacés qui n'ont rien à voir avec la réalité. Donc, donnez-moi un peu du temps, le temps de m'informer, de comprendre c'est quoi les contrôles systémiques et triennales, c'est quoi l'implication du chef de l'État qui veut s'impliquer une année après la mise en place de nouveaux animateurs. C'est la Donc je comprends rien. du contrôle. Si vous me parlez par exemple des assignations qui sont dépassées à la DGI par les efforts de Mwakadi, j'en parlerai avec beaucoup d'aisance, parce que là, c'est clairement établi que Barnabé Mwakadi Mwamba a dépassé les assignations dans le cadre de son travail à la DGI. Là, c'est clairement traçable, on peut en parler. Mais quand vous me parlez du contrôle systémique et puis triennal, c'est comme une fiction, je ne comprends rien. Merci. Je vais approcher les animateurs pour qu'ils m'expliquent. Peut-être prochainement, quand j'aurai des explications, je pourrai avoir un commentaire. Merci beaucoup. Edmond Izouba, vous avez participé même au séminaire que l'IGF avait. Vous n'avez pas participé? Non, c'est il y avait votre représentant, un de mes collègues qui était là. Mais je comprends la chose, je connais les réformes systémiques, c'est ça. Oui. C'est-à-dire l'IGF a lancé, l'IGF a mis en place le plan triennal. Oui, mais je comprends tout ça en fait. 2026-2028. Exactement, ça veut Expliquez dire que... un peu à Patrick Lokala. Patrick Lokala, c'est comme s'il faisait un peu semblant de ne pas. Non, il ne fait pas semblant. Moi, j'apprécie plutôt son honnêteté. Ça veut dire que depuis un moment, il semble être déconnecté des réformes déployées au sein de l'inspection générale des finances. Parce que vous savez, c'est lui qui était avant Jules Alinguete. Lui, il a pas mal assez communiqué sur ses performances. Sur ses performances. Alors, c'est lui qui vient. Il devrait d'abord faire un état des lieux avant d'aboutir à quelque chose de beaucoup plus amélioré que ce que faisait Jules Alinguete. C'est ça ce que j'essaye de comprendre pour Bitassi, moi. C'est-à-dire quelqu'un qui a eu le temps, après sa mise en place, de réfléchir, de faire un état des lieux et de proposer. Et là, on est
on est en train de voir sa proposition tomber sur la table du président de la République. Et cette proposition concerne en fait cette réforme systémique. Et c'est quoi cette réforme systémique? C'est une réforme dans la durée. C'est une réforme d'abord qui va changer le système. C'est ça, oui, le plan ça va changer le stratégique système. triennal. Oui, ça dit il quitte les ponctuels, Oui. il quitte les manuels, il a expliqué. Donc, il a trouvé l'IGF en train de fonctionner manuellement, Avec des paperasses. et tout ça, mais c'était une solution ponctuelle qui ne devrait pas durer, quelque chose comme ça. Maintenant, il vient avec un système permanent qui va rester et qui va en fait centraliser les données de l'IGF et les digitaliser. Donc, c'est-à-dire quoi? Il va Et déployer se connecter avec d'autres services. Exactement. Ouais, pour gérer le flux financier. Exactement. Ouais, Ça veut en dire effet, qu'il va oui. mettre en place des outils digitaux ou Oui. digitaux Oui. qui joueront le rôle de surveillants. Permanemment. Oui, qui joueront le rôle de surveillants. C'est Mais pas des c'est aussi humains. pour prévenir. Bien évidemment, parce que vous savez, aujourd'hui, avec les systèmes informatiques, c'est difficile de tricher quand vous avez, par exemple, des logiciels capables de freiner quelque chose. On a essayé avec un logiciel très puissant aujourd'hui parce qu'il parle des assignations. Par exemple, à la DGDA, il y a Sidonia World, qui n'est pas une personne, mais c'est un logiciel qui détecte le faux, le vrai, les entrées et les sorties. Et là, vous avez l'IGF qui va placer des outils dans le circuit de contrôle, en tout cas dans tous les circuits de contrôle, et ce sont des outils qui prendront place aux humains, qui ne remplaceront pas forcément les humains, mais qui feront par exemple 80% de tâches humaines et centraliseront les données. Et ça sera un système un peu plus rapide qu'avant, où les rapports Alors, ça permet sont à centralisés. D'agir avec précision. Avec précision, parce que là, du coup, les détails tombent. Et les détails ne viennent pas avec des appréciations d'un individu à un autre, d'un inspecteur qui s'est réveillé avec une mauvaise humeur parce qu'il n'aime pas la tête de Patrick Lokala ou de Memou Tombo, il va boutiquer un rapport. Ça peut vous induire en erreur. Mais quand il s'agit, par exemple, d'un logiciel, il vous envoie les données, il vous envoie les rapports détaillés et à partir de ça, de là, vous pouvez en tirer une conclusion. Hier, l'IGF venait avec la demande des informations. Mais maintenant, l'IGF viendra avec l'information déjà. Il sait exactement. Voilà, ce sont des outils codés, et des informations déjà emmagasinées. Et ça répondra, et ça sera vite fait. Et aujourd'hui, grâce à des logiciels qu'on place dans les institutions, vous avez vu même pour la publication des résultats des examens d'État, on n'a pas traîné, on n'a pas duré. Donc nous, la presse, nous avons aussi le rôle d'accompagner et de vulgariser cette campagne. Non, mais la vulgarisation, c'est de la communication. Oui. Et ça, c'est une tâche qui revient à l'IGF. Nous, si on veut vulgariser, il faut mettre des moyens qui vont faciliter cette vulgarisation. Et nous, on parle parce qu'on a mis les documents sur la place publique. Et aujourd'hui, ça fait débat dans les émissions. Mais pour qu'on aille un peu plus approfondi, étape par étape, il faut expliquer à cette opinion. Pédagogiquement. Oui, ben justement, ça ne nécessite pas une émission où vous m'accordez 2 minutes, vous précisez même 2 minutes. Je dois parler par exemple d'un document de 2000 pages. Non, ça ne sera pas fait comme ça. Donc, il y a étape par étape et la sensibilisation, comme on entend parler, ce n'est pas seulement à la télévision. Il faut descendre là-bas, il faut la bouche à l'oreille, il faut publier des gadgets, il faut le faire. Il a fait avec les mandataires, c'est il est en train de continuer. Exactement, voilà, c'est grâce à cette vulgarisation. Moi, j'ai été représenté par un de mon confrère qui était là, qui a pris part, qui par la suite m'a transmis tous les dossiers. J'ai lu, j'ai compris. Et même voilà la documentation, vous l'avez eue. Ah bah, bien évidemment. Alors, quelle chance d'en parler. Est-ce que vous savez, Edmond Izouba, que si la RDC est en retard aujourd'hui avec le développement, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de détournements. Avec des paperasses, nous avons vu des résultats du travail de l'IGF avec la patrouille financière. Non, aujourd'hui, le contrôle systémique englobe un peu le tout. Quelle chance vous donnez à ces systèmes? En 1 minute, vous allez clôturer la parole. Oui, je donne la chance, comme je donnais aussi la chance à Lingueté, je donne la chance aussi à Bitassi, moi, avec ces réformes. Parce que le problème aujourd'hui, ce n'est pas de laisser les détournements pour crier. Non, on n'a pas besoin
des gens qui viennent pour crier, il y a un détournement à gauche, il y a Voilà, un j'ai détournement attrapé à le droite. voleur, Non, voilà. le problème aujourd'hui, c'est d'empêcher les détournements. On a fait des publicités Mais sur le c'est ça, détournement. c'est ça et que le tout contrôle ça. systémique est en train de viser. Exactement. Donc, si on arrive je dirais, à aller vers cette étape, ça veut dire que la République, le système de contrôle devient un peu plus mature, devient un peu plus important. Donc, il faut comprendre ça comme ça. Donc, il faut aider l'État à ne pas connaître ces détournements. Donc, voilà, si le matériel, les outils de surveillance informatique ou digitalisés vont permettre à empêcher le détournement, la République en bénéficiera. Merci beaucoup Edmond Izouba. Christian Nyamavo, vous avez participé à ce séminaire que l'IGF a organisé à l'intention des journalistes, des membres de la société civile, des comédiens et consorts. Qu'est-ce que vous avez retenu et qu'est-ce que nous pouvons dire pour le contrôle systémique aujourd'hui? Sans oublier que le chef de l'État lui-même venait de dire qu'il va s'impliquer personnellement pour la digitalisation de cette affaire. Je salue déjà le fait que le chef de l'État ait reçu l'inspecteur général chef de service de l'IGF pour les soutenir parce que ça témoigne son soutien particulier, mais aussi des orientations, sans oublier des instructions qu'il a données au professeur Bailly, Mitassi-Moi, voilà, Christophe. Et je crois que on a suivi dans ces pays plusieurs cas de détournement. On parle des lampadaires, on parle des maisons préfabriquées, on parle de plusieurs autres projets. Et au finish, il n'y a pas eu des résultats parce que on n'a pas vu toutes ces personnes citées en raison ou à tort. On ne les a pas vues rétrocéder ces biens qu'ils auraient détournés ou encore l'argent. Et je crois que cette manière de dénoncer a voulu aussi ternir l'image de la gouvernance de Tshisekedi parce que pour certains, ceux qui travaillent avec Tshisekedi sont en train de détourner, c'est un régime de détourneurs parce que on s'est limité qu'à dénoncer, mais on ne voyait pas la suite de toutes ces dénonciations. On se demande ce que faisait la Cour de cassation pour savoir traquer toutes ces personnes impliquées. Peut-être qu'on aurait aussi la lumière sur d'autres sujets ou d'autres dossiers. Mais je crois qu'avec les contrôles systémiques, c'est une bonne initiative parce qu'on est censé étouffer dans l'œuf le projet de détournement, c'est-à-dire avec la digitalisation, si tous les systèmes est interconnectés, déjà lorsque vous essayez, vous voulez toucher, vous voulez... vous êtes déjà repéré. Vous voulez, voilà, vous voulez commencer l'opération, il y a un signal qui déclic et puis on ressent qu'ici on voulait détourner et directement on l'a bloqué à la source. On étouffe dans l'œuf. Là, c'est très intéressant et on doit féliciter la démarche de l'inspecteur général chef de service de l'UGF Christophe Bitassi-Moi Bailly, et je crois que pour l'instant, comme vous faites lui, partie, il aime bien qu'on ne puisse pas lui attribuer cette réforme. On dit que c'est le travail de l'inspection générale des finances. Il n'aime pas qu'on puisse personnaliser ça. Écoutez, c'est sa logique. Et même Mutombo, si l'IGF ne fonctionne pas bien aujourd'hui, on va accuser qui? On va accuser Christophe Bitassi-Moi. Mais si ça fonctionne bien, pourquoi ne pas aussi lui attribuer cet avantage? Moi, je crois que ceux qui réfléchissent de cette manière, ils font partie de ceux qui pensent que si la RDC réussit, par exemple, dans les domaines des sports où on a vu les léopards briller au mondial après 52 ans, ils ont la capacité de saluer les prouesses de Didier Boudimbu, mais de ne pas reconnaître les prouesses de Félix Tshisekedi. Je crois que c'est injuste pour ceux qui pensent de la même manière qu'il ne faudrait pas saluer aussi les prouesses de Christophe Bitassi-Moi. Je crois qu'il a mérite, mais on doit intensifier la communication. Comme en parlent mes amis sur ce plateau, je crois que l'information est différente de la communication. La communication nécessite suffisamment les moyens. Merci beaucoup, merci beaucoup. Edi Kaniki, le chef de l'État a reçu les staffs dirigeants de l'IGF et il a dit qu'il va s'impliquer pour la digitalisation. Vous avez un mot à placer? Oui, et vous avez aussi participé à ce séminaire. Tout à fait, Aimé Mutombo. Il faudrait dire que l'IGF, avant Christophe Bitassi-Moi, était dirigé de main de maître par Jules Alinguete, qui lui s'était
amené avec la stratégie des patrouilles, comment vous appelez ça encore, patrouilles financières, voilà. Une fois arrivé, Christophe Bitassi, moi, n'a pas mis fin à cette stratégie-là parce que les patrouilles la patrouille continue jusqu'à aujourd'hui, contrôle a priori. La patrouille ne continue pas. Elle continue. Les chefs de l'État avaient demandé la suspension de la patrouille financière avant les élections de 2020. Avant, quelles raisons? Bon, en tout cas, à l'issue du séminaire, il a été établi que la patrouille continue. Oui, la patrouille se poursuit. La patrouille continue et se poursuit. Voilà, la patrouille se poursuit. Donc, a priori, c'est ça, concomitant. Et a posteriori, alors une fois arrivé, Bitassi et moi, ça mène aussi avec sa stratégie qui est le contrôle systémique. Il était tout à fait normal, sachant que l'IGF répond sous l'autorité du chef de l'État, il était normal d'aller voir l'autorité et de proposer à l'autorité cette nouvelle stratégie susceptible de ramener davantage le capitaux dans le caisse de l'État, parce que cette stratégie qui consiste dans le contrôle systémique va davantage, on va dire, verrouiller les systèmes de détournement à travers le contrôle pérenne entre l'IGF et toutes les entreprises, j'allais dire même les institutions de la République démocratique du Congo. Et j'aime cette partie où, dans ces projets, il est prévu qu'on puisse mettre en place une loi qui obligera et les institutions et les entreprises à se digitaliser aussi pour permettre l'interconnexion avec l'IGF, de sorte que tous ceux qui manipulent le finance publique... C'est pourquoi il a dit bien que c'est les plans triennales, c'est-à-dire ça va arriver à maturité en 2028. 2026, 2028. Même si Local a dit qu'il n'est pas encore informé. Non, mais Local est en train d'apprendre tout ce que nous sommes en train de dire, justement. Prochainement, quand il sera... Prochainement, lorsqu'il sera sur le plateau, il pourra dire quand même quelque chose. Alors, tantôt c'est contrôle digital, tantôt c'est systémique, tantôt c'est triennal. Non, systémique, c'est tout simplement parce que c'est un système qui permet à la fois à l'IGF et tantôt c'est systémique, aux entreprises ainsi qu'aux institutions de s'interconnecter afin de faire bénéficier à la nation le revenu qui lui est dû. On a parlé ici, toujours par rapport à l'IGF, on a parlé d'un certain bilan. Local qui disait tantôt, il ne comprend pas pourquoi une année après, le chef de l'État va... Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant une année? J'ai avec moi ici les bilans justement de Christophe Bitassi, moi. Il y a eu 68 procès-verbaux d'infraction douanière établis. Et les conséquences de ces 68 procès-verbaux, c'est quoi? Il y a environ 196 milliards de francs congolais liés à ces infractions qui ont été récupérés. Près de 2 milliards de francs congolais liés... Ah bon? Oui, effectivement, près de 2 milliards de francs congolais de redressements fiscaux. Comment on appelle ça? Il était face à la presse, comme la conférence de presse que Bitassi m'avait dit, qu'il avait tenue la fois dernière. Oui. Il avait énuméré tout ceci. Donc, près de 2 milliards de francs. Ça, c'est lui-même Bitassi, qui a parlé de ça. Oui, à travers la conférence de presse qui avait eu lieu. Au cours de la conférence de presse qu'il a tenue dernièrement. Exactement. Donc, il y a 38 597 agents fictifs détectés dans l'administration, grâce justement au travail effectué notamment par Bitassi. Moi, je ne vais pas monopoliser la parole, je vais donc terminer en disant que ces irrégularités... Non, au sein de l'administration, j'ai dit. Alors donc, ces irrégularités, n'est-ce pas, mais quelle est la sanction? De dépenses évaluées... S'il vous plaît, Local, vous allez avoir la parole, vous allez les rencontrer. J'étais en train juste de donner un petit bilan. Une minute, vous allez les rencontrer. Il ne connaît pas les réformes. Moi, j'étais en train juste de donner les petits bilans. Moi, je suis en train de donner. Je suis en train de donner mes moutons. Local, on va vous donner les documents. Oui, vous avez la parole, attendez, Local. Ne les perturbez pas, s'il vous plaît. Il a détecté. J'ai dit, s'il vous plaît, Local. Les fictifs. Écoutez, s'il vous plaît. Qui sont les responsables? S'il vous plaît, Patrick Local. Est-ce que ces responsables sont aux arrêts? C'est ça la question qu'il faut poser à Bitassi. S'il vous plaît. Parce que là, je peux mettre un commentaire. S'il vous plaît, Patrick Local. Allez-y. Vous allez les rencontrer. Et je termine. On va vous donner, c'est un document officiel.
Je l'ai su de la dernière sortie médiatique de Christophe Bitassi. Donc, il y a beaucoup de choses. De la conférence de presse. Je termine donc en parlant du bilan, que toutes les irrégularités détectées ont permis donc de récupérer ou d'empêcher, n'est-ce pas, le détournement, le coulage de près de 33 millions de dollars, 1 million d'euros et près de 9 milliards. C'est beaucoup d'argent, ça peut nous faire 33 km de voirie. Donc il faudrait dire que le travail est en train effectivement de s'effectuer, mais seulement la différence de son prédécesseur, Christophe ne communique pas tout le temps, mais cela n'empêche pas que le travail est en train effectivement d'évoluer au niveau de l'IGF pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, nous avons largement dépassé. L'émission est terminée. En tout cas, merci à vous. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Aimé Mutombo. Le rendez-vous est pris pour le prochain numéro. Merci beaucoup Edmond pour la participation. Merci beaucoup Patrick Lokala. Merci beaucoup Christian Yamabou. Merci beaucoup à Eddie Kankou. Je tiens à Eddie Kaniki. Merci beaucoup Eddie Kaniki. Sorry. Il y a mon frère Eddie Kankou. Lui, il est journaliste sportif. Bon, on est trop. Je vous confonds souvent. Parfois, je l'appelle Eddie Kaniki et ainsi de suite. Ok, l'émission est terminée. Nous avons parlé en dernière partie du plan stratégique triennal 2026-2028. C'est encore un projet que l'IGF a mis en place. Il a remis personnellement le document au chef de l'État. Dans ces documents, c'est-à-dire on parlera du contrôle systémique. C'est quoi le contrôle systémique? J'ai dit pour vous et même pour Patrick Lokala qui n'a pas bien compris, on va lui remettre la documentation et pour vous faire comprendre ce qui est réellement le plan triennal stratégique 2026-2028, où on voit le contrôle systémique dedans, qui englobe et la patrouille financière et le contrôle a posteriori et tous ces contrôles que nous avons cités, que nous avons vus hier à l'Inspection générale des finances. Le rendez-vous est pris pour le prochain numéro. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci.